Bonjour. Je préparais un petit texte pour présenter Franck, que vous sachiez qui il est, d'où il vient, parce qu'il a fait les mêmes études que les vôtres, parce que je crois que vous êtes tous étudiants au pôle. Je vais le lire. Ça va être très sérieux. Écoutez bien, comme ça, si jamais il y a des points que Franck ne va pas aborder dans la présentation, on va tous boire un verre de alcool ou sans alcool à l'Aubrac juste après pour en discuter. Comme d'habitude, on peut parler de vos projets, on peut parler de Franck, si tu viens avec nous, on te posera plein de questions. Clairement. Et vous pourrez aussi échanger entre vous. Donc, pour cette première présentation, nous, on a choisi de faire appel à Franck. On a invité Franck parce que je pense que c'est l'entrepreneur le plus énergique qu'on connaisse et c'est toujours cool en première conférence de l'avoir. Franck, c'est un ancien de l'ESILV. Il a étudié en IBO, en informatique, Big Data, objet connecté. C'est le nouveau nom. Ouais, c'est le nouveau nom, ouais, c'était pas ça. Ça s'appelle informatique. Il a été un des premiers membres de Vinci EcoDrive, pour ceux qui connaissent. Putain, oui, c'est vrai. Et ouais. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Je suis allé en Corée aussi. En Corée, voilà. En Corée, en 4e année. Il a été diplômé en 2015. Donc ça fait 4-5 ans maintenant que tu es plus au pôle. Et pendant sa dernière année, il a fait le parcours startup qui est en accord avec le MLV en année 5, en tout cas pour les étudiants de l'ESIV. Pendant ses études, il a quand même organisé des conférences et des workshops dédiés aux étudiants. Donc il est déjà intervenu pendant ses études, comme toi. Tu vois, prof en même temps étudiant, c'est un statut quand même génial, parce que c'est un orateur hors pair. Vraiment, vous allez voir, il donne de l'énergie, il transmet sa motivation. J'arrête pas de le vendre, mais c'est vrai, et c'est ce que tu as fait quand tu étais aussi notre prof, quand nous on était à l'école, puisqu'on a fini un an après toi. Voilà. On passe sur la carrière professionnelle. Donc j'ai un peu piqué sur son LinkedIn, développé pour que vous sachiez bien d'où il vient, ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même un parcours assez incroyable, même s'il a moins de 30 ans. Quand même fou d'avoir fait autant de choses. Comme quoi. Ouais. Donc il a débuté sa carrière chez The Family en tant que web développeur et gros hacker. Vous connaissez The Family? Qui connaît The Family? Oui. Qui connaît The Family, évidemment? Ok, vous êtes 5. Je sais pas si c'est évident que ça. C'est pas grave, j'ai préparé une petite présentation de The Family. The Family, c'est une société d'investissement qui accompagne toutes les startups qui ont une forte croissance. Ça accompagne les startups au niveau européen. Ils ont des bureaux à Londres, à Berlin, à Barcelone, ils viennent de les ouvrir, et à Paris. Donc ils accompagnent uniquement les startups à très forte croissance. Je crois qu'ils ont accompagné plus de 300. Leur head office, il est vers Bastille. Ils organisent régulièrement des conférences. Ils filment des formations qu'ils mettent en ligne sur YouTube. Ils font aussi des formations en physique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir ce qu'ils font, parce que je pense que quand on a une idée de projet, qu'on ne sait pas par où commencer, avant même de s'inscrire sur notre plateforme, c'est cool de s'inspirer des expériences des autres. Surtout des échecs des autres, mais ça c'est autre chose. Donc The Family, ils ont levé 700 000 € en 2013 quand ils ont commencé, et là en 2018 ils ont levé 15 millions. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille que ça représente. Toutes leurs startups en 2016-2017, elles avaient levé ensemble 80 millions, et donc la valo du portefeuille de startups qu'ils ont, c'est plus de 1 milliard. Ça pèse dans le game. Donc ça vaut le coup de se renseigner et de voir un peu ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils ont des bonnes méthodes de travail. Je pense que tu as pris de leur méthode de travail aussi pendant ces boîtes. J'ai tout pris. Tout pris, c'est sûr. Et Franck aussi a organisé des conférences à The Family. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Je crois que tu en as présenté 2. 3. Et donc vous les retrouvez aussi si là ça vous met en appétit pour voir les autres conférences qu'il a données. C'était au début, hein, franchement, je me suis amélioré. Non mais avec plaisir, bien. allez-y. Ouais, mais même surtout les conférences d'Oussama Hamar, je vous invite vraiment à aller voir. Ah ouais, c'est celle qui m'a tout déclenché, et je pense que c'est ce qui va vous déclencher beaucoup de choses aussi. Ouais. Carrément. Et du coup, tu as passé 2 ans là-bas et ensuite tu t'es dit ça me démange, je vois trop de startups passer, je vais faire la mienne. Et donc tu t'es lancé sur Opijama. J'ai eu un coup d'œil sur la présentation, il va vous en parler. Opijama, c'était de la livraison de petits déjeuners à domicile, à l'heure de votre réveil, vous commandiez. Et donc c'était un associé, c'était Reiti que tu avais rencontré quand tu étais chez The Family. Et lui, c'était un cadre, c'était un des mecs qui filmait toutes les conférences à The Family. Et ils se sont trouvés, ils se sont dit il faut qu'on monte un truc ensemble, on n'en peut plus de voir les autres faire des choses, on a envie de passer à l'action. Donc ils se sont lancés tous les deux avec leur vélo à 6h30 du matin, à attendre devant les boulangeries, à aller sonner chez des clients, à leur livrer le petit-déj, à attendre à Franprix pour faire un jus de fruits pressé, mais Franprix était fermé. Et quand vous le lancez sur ces histoires, il a plein de galères à vous raconter. C'est assez marrant d'écouter les histoires de la première start-up. Et ce que je voulais relever de ça, c'est que ce que je trouve génial avec Franck, il a son idée,
Le lendemain, il prend son vélo, il va acheter les croissants à la boulangerie pour les livrer chez les gens. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de je réfléchis et je dois faire un business plan et comment ça marche. Tu fais, quand tu as une idée, tu fais, tu testes, tu agis, tu itères, tu apprends de tes clients et tu te lances tout de suite. Tu avais peut-être fait une landing quand même, vu que tu es web dev, c'est sûr que tu avais fait une landing avant, mais bon, pardon, il va vous en parler après. Ouais. Ensuite, nouvelle aventure entrepreneuriale, Dino Run Run. Ah oui, donc le Blablacar pour partir en festival de musique. Vous allez au même festival, autant partager la voiture. Ensuite, tu es parti sur Interception. Je sais pas la chronologie. En vrai, tu sais, j'ai tout fait un peu en même temps. Ouais, c'est ça. Interception, c'était une solution pour les entreprises pour gérer les situations de crise. Donc c'était vraiment à l'époque où il y a eu beaucoup d'événements un peu dangereux qui se sont passés. Donc il a eu l'idée de lancer Interception, donc vraiment un espèce de réseau social inter-entreprise où tu envoies des alertes en mode là il se passe quelque chose de grave, attention, sortez du bureau, etc. Ça a bien marché. Pendant tout ce temps-là, tu avais déjà monté Artpulse, qui est ton association de musique, de hard tech. Artstyle, pardon, désolé. Il y en a certains là qui sont adeptes en fait, parce que apparemment en fait, comme l'événement était public et comme il y a pas mal qui me suivent, qui font partie de la communauté, j'ai reconnu plusieurs têtes ici qui sont fans de cette musique-là, donc ça me fait vraiment plaisir. Moi, t'as vu, j'écoutais Moël à Squale avant que t'arrives, donc c'est pas trop le même délire. Mais... Quoi? Tu veux chanter après? Ouais. Donc, Interception. Donc, ensuite, depuis, t'organises des dizaines d'événements avec Artpulse par an, partout en France. Ça ramène toujours masse de monde. Chaque année, char à la Technoparade. Ouais, alors pas cette année, mais les 2 premières années, on l'a fait. Les 2 premières années, oui. Pas cette année, mais bon, voilà, peut-être l'année prochaine, on verra. Chaîne de mix sur SoundCloud, podcast. Oui, on est à peu près partout, Bon. Mais je vais en parler aussi. Pendant tout ce temps-là, il intervient aussi dans les écoles, dans les centres de formation pour faire des conférences, présenter son parcours, motiver les gens. Et il s'est dit, je parle, mais je capitalise pas du tout sur tout ce que je raconte, alors que quand même, ça a l'air d'intéresser les gens. Donc un jour, on était en jury ensemble, il m'a dit je peux mettre une caméra là derrière et filmer ce que je raconte avec un petit micro. Moi j'ai dit ouais, ok. Il m'a dit je crois que je vais lancer un podcast. Et cette idée, elle a pris jour avec Bienveillance et Radicalité, qui est un podcast dispo sur SoundCloud. Partout, vous tapez ça partout, c'est bon. Spotify, Apple Podcast, partout. Donc il publie sur sa page Facebook, sur Insta, sur SoundCloud, sur YouTube, partout vous pouvez retrouver ses podcasts. Et en fait, tous ces rendez-vous qu'il fait avec des gens, les conférences qu'il réalise, il les enregistre. Parce que parfois, il donne quand même des très très bons conseils. Enfin, parfois, tout le temps. Je partage mon expérience je dis ce que je pense sur le moment et je peux me tromper. Et dès que je me trompe, j'adore parce que du coup, je change d'avis et je le dis tout le temps. Il faut changer d'avis et il faut ne pas avoir peur de se tromper. Donc je dis juste ce que j'ai à dire, c'est à prendre ou à laisser, mais je le place. Parce que je sais que moi, j'aurais adoré qu'on me le dise. Ouais, c'est vrai. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on a créé Devant Startup. Moi, je suis contente que ce soit toi le premier intervenant. Ouais, je suis trop contente. Et c'est trop stylé ce que vous faites. Et c'est avec son humilité et sa modestie. Il accepte qu'on puisse changer d'idée. Complètement, mais il faut d'ailleurs. Que nous, on est ravis de l'accueillir ce soir. Et j'espère que ça va vous guider, vous inspirer et que toutes les questions que vous allez vouloir poser, vous allez lui poser parce qu'il y a plein de choses à raconter. Merci Franck. Ah, de rien. Bonne conférence. Ça va? Bon, putain, la présentation est déjà assez complète, mais je vais quand même ajouter des petites choses parce que j'ai préparé quand même quelques petits trucs. Déjà, je suis super content d'être là. Je suis vraiment trop content. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici, là où j'ai commencé aussi, parce que c'est un petit peu de là que tout est commencé, mes idées de monter des boîtes et tout ça. Et en fait, je me reconnais vachement dans ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que le salariat, c'était pas fait pour toi. Parce que tu sais qu'ici, on est obligé de faire un stage. Alors moi, c'était en 2e année à l'époque, je sais pas si vous c'est ça, mais à l'ESILV en tout cas. En 2e année, moi, on m'a mis à Capgemini, tu vois. Capgemini pendant 6 mois, donc une boîte de prestation de services. Et dès la première semaine, j'ai vraiment su que c'était fini, quoi, tu vois. Et du coup, j'étais un peu un mec perdu parce qu'après ça, si tu veux, j'étais quand même qu'en 2e année, donc je fais quoi? Je continue pas. Bon, je continue parce que de toute façon, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire d'autre. Et comme j'étais assez bon dans les matières scientifiques, tu vois, j'ai continué. Et à la fin de ce cursus, en fait, on m'a proposé une majeure entreprendre. Une majeure entreprendre qui venait de commencer, je crois. C'était vraiment la création de la majeure. Et j'étais trop content. J'ai dit, putain, ça y est, peut-être que je vais trouver ma voie. On va me donner les clés pour peut-être monter mon propre truc et tout.
Et au final, j'étais assez déçu. J'étais ultra déçu. C'était ouf. On m'a demandé, ce qu'on m'a dit pendant 1 an, c'était quoi? C'était protège ton idée, crée ton site internet, crée les statuts, crée ta boîte, constitue une équipe, lève de l'argent, il faut recruter, il faut trouver des locaux, travaille, et peut-être que dans 2 ans, on espérera avoir un produit sur le marché. Tu vois. Putain, et je fais, ah ouais, en fait, c'est vraiment pas sexy, quoi, parce que déjà, je vais mettre plein d'argent sur quelque chose que je sais pas si ça va marcher, je sais même pas si je vais réussir à le faire. Du coup, tout l'argent que je mets là, à moyen terme, je sais pas si ça va être rentabilisé, si c'est un bon investissement. Et du coup, je vous dis honnêtement, j'ai même pas commencé en fait. J'étais, en fait non, c'est pas du tout ce que je veux faire au final. Et je croyais, comme on m'avait envoyé que ça comme information, je pensais que c'est ça l'entrepreneuriat. Et du coup, après ma majeure, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu ma majeure entreprendre et voilà, après je savais pas quoi faire. Je regarde sur YouTube quand même, je me dis c'est bizarre, il y a un truc que j'ai dû rater, c'est pas possible, il y a des gens qui s'éclatent, donc ça peut pas être ça, tu vois. Et surtout que je parlais souvent avec des gens qui avaient fait la majeure entreprendre juste avant, donc moi j'étais à 2e année, c'est ça. Et ils me disaient oh non mais moi j'ai dépensé 5 000 €, ça va pas marché, machin. Je fais ah ouais c'est chaud. J'avais aussi de très mauvais retours sur ça. Et du coup je regarde un peu sur YouTube ce qui se passe, les conférences sur l'entrepreneuriat et tout, et là je tombe sur The Family en fait. Donc The Family, certains de vous connaissent. Et The Family, je tombe sur une vidéo d'Oussama Ammar qui est le fondateur. Il raconte des trucs, mais il me dit quoi? Il dit mets ton produit sur internet, vends-le et tout, t'occupe pas du juridique. En fait, il me dit vraiment l'inverse de ce qu'on m'a enseigné pendant 1 an avant, quoi. Mais vraiment l'inverse. Alors je me dis tiens, soit ce mec, il me dit il est fou, il dit de la merde, soit c'est moi pendant 1 an, on m'a dit de la merde ici à l'école, qui est une école quand même. Tu vois, c'est une école, c'est une école quoi. Genre je l'ai payé cher, c'est sérieux. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et en fait, avec du recul, je leur en veux pas à ces profs parce que ce sont des profs qui ont un certain âge et qui ont tous entrepris avant les années 2000. Et du coup, tout ce qu'on me raconte pendant 1 an, c'est vrai en fait, ils ont raison, mais juste pas dans le bon moment, pas dans le bon monde. C'est-à-dire que tout ce qu'ils me disent, c'est inapplicable aujourd'hui avec le monde qui nous entoure et surtout avec Internet et tous les outils qu'on a. Donc, en fait, le paradigme, c'est quoi? C'est que moi, on m'a enseigné de créer avant de vendre. Et moi, j'ai compris qu'on pouvait vendre avant de créer. Et ça change tout. C'est un changement de paradigme qui est radical. Ça, grâce à Internet. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce que faisait The Family. Je suis parti en stage là-bas 6 mois. Ils m'ont embauché pendant 1 an et demi. C'est là que j'ai tout appris. J'ai parlé non-stop avec des entrepreneurs, H24. J'ai appris les process, leur mindset surtout, vraiment leur manière d'exécuter. Et après, je suis parti et j'ai commencé à monter tout ce qu'on vous a raconté. Et après, maintenant, je peux plus m'arrêter, quoi, parce que je suis putain indépendant, quoi. Je suis free, je suis libre, tu vois. Et je pense que c'est la plus belle définition du bonheur. C'est si je te posais la question de, tu vois, si tu pouvais faire ce que tu voulais faire tous les jours, qu'est-ce que ça serait? Eh ben, il est là le point. C'est ta passion. Et moi, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est-à-dire que tout ce que je veux faire, je le fais tous les jours. Et du coup, je suis heureux. C'est pour ça, très souvent, on associe l'entrepreneuriat au bonheur. Si c'est pas le cas, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous, tu vois. On va en parler encore. J'ai peut-être commencé parce que j'ai pas commencé. Alors ça, c'est mon tag sur tous les réseaux, donc Insta, Twitter et tout. N'hésitez pas à m'ajouter. Parce que je poste régulièrement en fait ce genre de contenu, là ce que je fais, ce qu'on capte, et puis même plein d'autres petits trucs. Puis on peut discuter. J'adore discuter sur Twitter. Phil, tout le monde dans cette salle doit s'abonner à ce mec. C'est le gars qui est avec la caméra là-bas. Voilà. Donc il est super cool, il fait des super photos. Surtout ceux qui sont intéressés par la photo, n'hésitez pas à regarder, c'est ouf ce qu'il fait, j'adore. Alors, Art Pulse en fait, ça a commencé par là. En fait, ça a commencé par là, j'étais encore à l'école. Et comme quoi au final, avec du recul, ça vient de la passion en fait, l'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé avant même qu'on m'enseigne quoi que ce soit. Mais quand j'ai lancé ce truc-là, moi je pensais pas que c'était une boîte, je pensais pas que c'était un mouvement, je pensais pas que c'était quelque chose d'important, je pensais que c'était juste quelque chose qui me faisait kiffer. Et je l'ai lancé en 2014, donc j'étais en 4e année à l'ESIL. Mais ça part d'où ça? Ça part juste d'une frustration que j'arrive pas en fait à écouter la musique que j'aime dans mon pays ou dans ma ville. J'y arrive pas. Parce qu'il n'y a pas assez de soirées qui passent ce genre de musique-là, parce que c'est une musique qui est de niche. Et du coup, putain, c'est chiant quoi. C'est un vrai besoin, c'est mon besoin. Genre, je peux pas. Pour en écouter, je suis obligé de faire 600 km pour aller à Amsterdam et écouter ça et dépenser des centaines d'euros, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, ce serait bien quand même d'avoir un site qui répertorie les peu de soirées qu'il y a en France de ça. Et ça part de ça, ça part vraiment de ça. Je commence à faire un site, j'utilise le nom qui me vient par la tête. Honnêtement, j'ai pas du tout réfléchi à ce nom, hein. C'était très rapide.
Je commence à créer un truc à la main, un WordPress tout pourri où je mets à la main toutes les soirées que je trouve sur internet, dans quelle ville il y a telle soirée qui passe du hardstyle, c'est le nom de la musique. Et du coup je fais ça et j'ai du trafic, c'est-à-dire que les gens ils viennent, en fait je réponds à un vrai besoin. Je répète ça parce que je veux dire pourquoi c'est important. Je réponds à un vrai besoin. J'ai pas eu une idée pour chercher un besoin. Je suis parti d'un besoin pour avoir mon idée. Et là, ça c'est tout le point de la conférence d'aujourd'hui, si vous devez retenir que ça. Mais je vais en revenir à ce point. Du coup, Artpulse, je le lance. Il y a du trafic, ça fonctionne. Besoin que je rencontre ensuite, c'est bah ok, j'ai mes soirées sur mon site, mais en fait, il n'y en a vraiment pas assez. Du coup, je vais en faire. Moi, je vais organiser des soirées. Je suis pas organisateur de soirées. Je suis ingénieur dans une école ici, quoi. Et je suis même pas sorti de l'école. Bah vas-y, je vais faire une soirée, comment on fait? Bah vas-y, je vais appeler une salle, je vais voir comment ça se passe. Tiens, est-ce que je peux louer votre salle? Est-ce qu'on peut faire une coprod? Bam, je trouve rapide, hein, c'est très rapide. Je trouve un bar à Pigalle qui me fait vas-y, on fait une coprod, ta soirée elle est gratuite, t'as pas de location à payer, et nous en contrepartie, on garde toutes les recettes du bar, et toi tu prends toutes les entrées. Moi je m'en foutais des entrées, moi je voulais que ça soit gratuit parce que je voulais qu'il y ait un maximum de monde. Du coup je mets gratuit, je dépense rien, ou peut-être si, allez, 100 balles pour faire un peu de déco, tu vois. La soirée se passe, il y a 150 personnes. C'est cool. Je ne suis pas organisateur de soirée, j'ai juste fait ça. Là, je vous ai dit vraiment concrètement dans les faits ce que j'ai fait avec mon téléphone. J'ai juste pris le téléphone et j'ai contacté une salle. Ça se passe trop bien. Les gens, que des bons retours. Putain, mais faites ça tout le temps, c'est ouf, machin, machin. Bah, du coup, je décide de faire ça tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je vais faire une soirée dans un bar, gratuitement, qui passe ce genre de musique-là. Et donc, les mois passent. 150 personnes, 200 personnes, 300, 400, 500. Maintenant, on est à 600 tous les mois sur ce genre de concept. Et c'est tout. Après, je repère un autre besoin. Je fais, mais en fait, il n'y a pas assez de monde qui écoute ce genre de musique. Il n'y en a vraiment pas assez. Maintenant, ma mission, ça va être quoi? C'est je veux convertir des gens à aimer cette musique-là. Pour convertir des gens, il faut la faire écouter, cette musique-là. Il faut que je fasse la Technoparade. Technoparade, plus gros événement de musique électronique en France. Et même dans le monde, si je compte que c'est outdoor et que c'est dans la rue. Ça rassemble quand même 300 000 personnes dans Paris. Je me dis putain, il faut que je fasse une technoparade. Avec ça, je vais faire connaître cette musique-là et je vais avoir plus de monde qui en écoute et du coup plus de monde dans les soirées hardstyle et aussi dans mes soirées. Je me renseigne, putain, ça coûte quand même 20 000 balles quoi. 20 000 boules quoi, je fais comment, tu vois, c'est ouf. Du coup, je dis putain, faut trouver une solution, il faut financer ce char, comment je fais? Je dis putain, bah attends, là j'ai déjà des soirées que je remplis quand même avec 400 personnes à chaque fois. Peut-être un moyen de faire un truc. Mes soirées sont gratuites. Comment je vais faire pour financer un char avec des soirées qui sont gratuites? Il faut trouver. Et là, je commence à mettre un système tout pourri, en fait, enfin tout con, je veux dire, même, c'est assez naturel, en fait. Je vais demander aux gens qui rentrent dans ma boîte, si vous voulez soutenir l'association, vous faites un don, quoi. Vous faites un don, et à partir d'un don de plus de 5 €, eh ben, je vous donne un bracelet, du coup, je faisais des petits bracelets de la soirée avec les thèmes de la soirée. Donc, chaque soirée avec un thème différent, et du coup, avec un bracelet différent. Ça crée un petit peu le bracelet collector, quoi. Et ben c'est comme ça qu'on a financé le char. Parce qu'il se trouvait qu'il y avait la majorité qui donnait, et je me retrouvais avec plus de 1 500 € par mois avec ça. Ça se passe, je fais un char à la Technoparade, 30 000 personnes. Artpulse, ça avait même pas 1 an et demi quand j'ai fait ça. Et là, grosse expansion. Là, je commence à me faire repérer par des orgas hollandais, parce que là-bas, c'est très mainstream, cette musique-là. Il y en a partout, il y a des festivals qui comptent 90 000 personnes chaque année là-bas. Je commence à être contacté par des gros orgas, par des gros artistes qui veulent aussi se produire dans mes soirées. Je commence à faire des plus grosses soirées avec des gros guests internationaux. Et tout roule, quoi. Genre, tout. L'année d'après, je continue, je me dis, vas-y, il faut que je refasse un char, parce qu'il faut continuer cette croissance. Je la refais avec des artistes encore beaucoup plus cotés. Et bam, je reçois un autre besoin. À faire des soirées tous les mois là, pendant 2 ans avec un char à la Technoparade, bah, évidemment, je commence à connaître tous les DJ en fait, qui jouent ce genre de musique en France. Il n'y en a pas beaucoup. Bah putain, en fait, il se trouve que ces DJ-là, bah, faudrait peut-être les mettre dans une structure, dans quelque chose. Parce qu'à chaque fois, je les rebook. Peut-être il est temps de faire une agence. Parce que moi, du coup, parfois, je reçois des messages d'autres orgas, un peu plus mainstream électro, qui me disent tiens, on aimerait bien tester ce genre de musique. Est-ce que vous connaissez des artistes qui? Ah bah oui, je connais plein d'artistes qui font ça. Bam, on fait une agence. J'ai une agence qui s'appelle Harmony. Je mets tous mes DJ que j'ai bookés à mes soirées dans cette agence-là et je commence à les vendre à des orgas. Besoin, il y a eu un besoin, j'apporte une solution. Ça fonctionne. Moi, du coup, ça me permet aussi d'harmoniser justement mes artistes, de les mettre dans une même structure, de communiquer avec eux et les booker sur mes dates. Je commence à ouvrir d'autres villes. Là, on est à Grenoble, Chambéry, on a testé Nantes. Là, bientôt, je vais ouvrir Bordeaux, Lille. Tout ça par mois, chaque mois, dans chaque ville. Donc, du coup, mes artistes sont super contents, ils sont bookés partout.
Et bam, un autre besoin, mes artistes, ils commencent à se dire, putain, je commence à recevoir plein de messages de gens qui veulent faire cette musique-là, qui veulent mixer cette musique-là. Et bah moi, je sais pas trop. Du coup, on va faire un site qui s'appelle masterclass.dj et du coup, c'est une plateforme qui permet d'apprendre à mixer et à composer le hardstyle. Et ceux qui vont donner des cours, c'est mes artistes. C'est un besoin, on répond à un besoin. Bam, on lance le site, on a lancé une formation, il y en a une autre qui arrive là dans un mois. Ça se vend, les gens sont contents, ça fonctionne quoi. Et après je me dis mais attends, je suis en contact avec les orgas, avec les artistes, avec des gens qui veulent mixer, avec toute la communauté qui sont fans de cette musique-là. Il faut faire un événement où on parle de ça. Il faut faire un événement qui connecte tous ces acteurs en même temps. Je commence à faire Paris Jazz Music Convention, qui est un peu le salon de la hard music en France. J'ai fait qu'une seule édition pour l'instant, qui était l'année dernière. C'était à Bagnolet. Et là, on a rassemblé tout le monde. Donc les acteurs orgas, les artistes, les labels, tout le monde était là. Et là, ça a créé plein de synergies, ça a créé plein de connexions et plein d'opportunités. Et les gens en redemandent. Et ça, il y aura la deuxième édition bientôt. Pour ceux qui sont là, elle est carrément prévue et ça sera en début d'année. Ah, je ressens encore un besoin. Je me rends compte qu'en fait, les gens, ils galèrent pour aller à les soirées parce qu'ils habitent pas forcément à Paris. Ils sont parfois un peu loin ou en campagne ou bien même dans une province un peu plus lointaine. Ils savent pas trop comment y aller. Covoiturage, go, viens, on fait Dino Run Run. On fait du covoit, comme ça les gens ils viennent à mes soirées et même au festival qui veulent aller. Donc ils publient leur voiture, c'est Blablacar, c'est le même, c'est Blablacar mais pour les festivals. Je réponds à un besoin. Ça crée un écosystème après où je m'éclate parce que j'ai un écosystème dans une niche et là je m'amuse en fait parce que j'ai des artistes, j'ai des orgas, j'ai des labels, je connais les pépites qui arrivent sur le marché, je peux les tester à mes soirées. S'ils sont cool, je les mets dans l'agence, je les fais intervenir ici. C'est cool, la communauté sont trop contents parce qu'ils peuvent facilement aller à mes soirées. Ils viennent ici pour découvrir l'envers du décor. C'est génial. Ils peuvent même essayer d'apprendre à mixer ou à composer. Ça, c'est un exemple que vous devez suivre lorsque vous êtes passionné dans une niche. Clairement. C'est très facile. C'est très confortable de dominer une niche, surtout quand vous êtes passionné. C'est très confortable parce que déjà, c'est votre passion, vous aimez ce que vous faites. Et comme c'est une niche, il n'y a pas grand monde sur le marché. Il n'y a même personne en fait, il n'y a que vous quasiment. Et là, vous vous éclatez. Vous avez vu, à chaque fois, il y a eu un besoin, j'apporte une idée. Moi, pendant tout le temps, même vous, je pense que là, pour ceux qui ont commencé des cours d'entrepreneuriat, il n'y a pas de cours, ça s'apprend pas du tout, ça se vit. Mais là encore, on va pouvoir en parler tout à l'heure. À chaque fois, on reçoit la phrase « faut que tu aies une idée, faut que tu aies une idée, c'est quoi l'idée? Oh, je vais chercher une idée ». C'est le meilleur moyen pour se planter. Surtout, si vous commencez par chercher une idée, arrêtez tout ce que vous faites. Et continuer à vivre. Clairement, partez plutôt d'un besoin, tout le temps. Et j'ai fait l'erreur avec Opijama. Je suis pas parti d'un besoin avec Opijama. Je suis parti d'une idée. Un jour, je me suis dit, putain, ce serait cool quand même, peut-être, ça serait cool que je reçoive mon petit déj tous les matins. Ça serait bien. Vas-y, je vais le tester. Je l'ai testé. Le lendemain où j'ai eu l'idée, je suis sorti de chez moi, je suis allé dans une boulangerie, j'ai pris un pain au chocolat, un croissant, je suis allé à Monoprix, j'ai pris un orange pressé et j'ai été sonné à la porte des gens pour savoir s'ils étaient prêts à payer 10 balles pour que je leur donne un petit déjeuner, le matin. J'ai fait ça pour 10 personnes. Je trouvais qu'il y en avait 4 sur 10 qui disaient oui, tu vois. Et même ça crée des situations un peu marrantes parce que vous sonnez à la porte d'un inconnu, vous lui dites tiens, un petit déj, machin. Et c'est rigolo, c'est une expérience marrante et qui t'apporte des réponses tout de suite. C'est ça entreprendre. Hein. Entreprendre, ça commence là. Hein. Ça commence pas par faire un site. Ça commence par sortir de chez vous et de vendre ce que vous voulez vendre. Ça commence vraiment là. Le petit Indien au Louvre qui vend de la cristalline à 40 degrés est 1000 fois plus entrepreneur que le mec qui fait une landing page et qui lève 40 millions alors qu'il n'a pas un client. Ok ? Non, je suis très sérieux. Au pyjama, c'est ça. Je dis ça parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve les gens qui disent ouais, alors nous on a des locaux, on a levé je sais pas combien, on est dans un accélérateur, on a un site, on est sur Product Hunt. Ah ok, et du coup vous vendez et tout. Ouais, bon alors après on a que 2 clients et puis en plus il n'y a pas de rétention. J'ai plus de respect pour l'Indien là. Très sérieusement, l'Indien il répond à un besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, mais j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Mais partez toujours du besoin, partez pas d'une idée, partez toujours du besoin. Ça, je l'ai fait pendant 10 mois avec Réti. On a itéré pour trouver un fit en fait avec le marché parce qu'on ne l'avait pas trouvé vraiment. Ça avait bien marché, ma petite expérience là de un jour, c'était même rigolo, ça m'a motivé. J'ai fait un site internet, bam, on fait des commandes et tout. En tout, on avait fait quoi, 500-600 clients, un truc comme ça. C'était cool, tu vois, mais l'attraction n'était pas là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de croissance.
On n'avait pas de croissance et le nombre de clients était directement lié à la pub qu'on faisait. Du coup, ce n'était pas organique. Les gens n'en parlaient pas autour d'eux. Donc, il n'y avait pas de besoin. C'est un nice to have. Ce n'est pas un must have. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai arrêté. On a arrêté d'ailleurs parce que la motivation n'était plus là, plus de traction et ça nous a aussi un petit peu fatigué de nous lever à 5h tous les matins et faire du Vélib. Mais ça, c'était rigolo quand même. Je suis passé sur Interception, pareil. Interception, j'étais réserviste en gendarmerie avant. De 2013 à 2016, je crois. Et j'ai repéré un besoin qui était, putain, il n'y a aucun moyen aujourd'hui d'alerter une population en cas de crise. Aucun. À part des sirènes, il y en a 2 sur 10 qui fonctionnent encore. Et ça veut rien dire, c'est un son, quoi. Je veux dire, la sirène n'est plus dans son temps. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a Internet, ça faisait plus sens d'avoir des sirènes, alors qu'on l'utilise encore. Du coup, j'avais imaginé un système d'alerte. Ça pouvait être par SMS, par Messenger, par n'importe quoi, je ne savais pas. On a testé le SMS, ça a plu, et ça a été adopté tout de suite. Du coup, très vite fait, j'ai fait ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, pour créer ça, il faut être un peu technique, quoi, il faut être dev et tout. Bah oui, vous êtes dans une école d'ingé, pour la plupart, vous pouvez le faire facilement. Pour ceux qui sont pas du tout dev et qui ne savent pas coder, ne vous inquiétez pas, il existe plein de frameworks pour envoyer des SMS sans coder. Et là, je parle de ce produit, hein. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, il existe tellement d'outils qu'on va vous donner si vous faites le parcours startup de votre école. On va vous en donner des outils et vous pourrez les utiliser. Donc pareil, j'ai un besoin, j'ai répondu avec une idée. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ça maintenant. J'ai balancé ça, Bienveillance et Radicalité, qui est un podcast au final, et plus une plateforme où je diffuse un peu ce que je raconte, parce que j'ai vite compris en parlant avec des gens que ça apportait beaucoup de valeur pour ces gens-là, et ils m'avaient expliqué que je devais absolument le dire à beaucoup plus de gens. Et alors, moi je dis, putain, mais je suis qui pour faire ça? Et en fait, ça fait sens juste sur un point. Ça fait sens juste parce que j'aurais adoré qu'on m'apporte ça quand j'étais à votre place, en fait. J'aurais adoré. Parce que moi, il y a quelque chose qui me frustre. Je ne serais pas là aujourd'hui en face de vous si je n'avais pas eu de major entreprendre qui m'aurait dit qu'il fallait que je monte des statuts, etc., avant d'entreprendre. Je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que j'aurais pensé que tout le monde sait entreprendre. Et c'est juste parce que j'ai vécu cette expérience-là et je ne veux pas que ça se produise pour vous que je fais ça, en fait. C'est vraiment juste pour ça. Et aussi parce que j'adore discuter de ça et que j'adore voir des étudiants qui veulent créer, qui ne veulent surtout pas aller dans le salariat. J'adore ça. Et du coup, je balançais ça, Bienveillance et Radicalité. Pourquoi ce nom? Alors, pourquoi ce nom? Ça, c'est ouf. C'est parce que je trouve que c'est, avec ce que j'ai vécu, en faisant une rétrospection, c'est vraiment les 2 concepts qui m'ont le plus sauvé dans mes projets. Vraiment, mais je crois qu'il faut oublier tout ce qui est, il faut faire tel process, il faut être bon en négociation, il faut être bon. Oubliez tout ça, juste soyez sympa, déjà. La bienveillance, soyez juste gentil. Ça, vous gagnerez tout le temps sur le long terme. Si vous êtes quelqu'un de bien, on va se souvenir de vous de manière naturelle. Et ça, c'est tellement puissant, mais je crois que c'est la chose la plus puissante qui puisse exister, d'être juste sympa. Soyez juste sympa, ça commence là. On va se souvenir de vous, ça va créer plein d'opportunités. Vous allez peut-être perdre à court terme en étant sympa, naïf. Peut-être, ouais, mais à long terme, vous allez toujours gagner. À court terme, pour gagner, il faut être radical. La radicalité gagne toujours sur le court terme. Quand je parle de radicalité, c'est quoi? C'est que vous prenez juste une direction, pas plusieurs. Vous avez une idée, vous la testez jusqu'au bout. Vous regardez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, tant mieux, vous continuez. Si ça ne fonctionne pas, radicalement, vous prenez une autre option et vous la faites jusqu'au bout. N'essayez pas de faire un peu des 2. Soyez radicaux dans vos choix à court terme. C'est ça qui va vous sauver et c'est ça qui gagne à court terme. C'est toujours ça, toujours, toujours. Le piège, c'est de ne pas être radical sur le long terme. Le piège, c'est de ne pas s'entêter sur une idée sur le long terme. Parce que là, vous allez perdre quelque chose qui est méga important, et je vais beaucoup en parler, c'est le temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse qui existe dans le monde. C'est le temps, c'est pas l'argent. L'argent, vous oubliez. L'argent, c'est récupérable, c'est pas grave. Le temps, par contre, c'est mort. Une fois qu'il est passé, vous ne pourrez plus le récupérer. Et si vous vous entêtez à faire quelque chose qui ne fonctionne pas, arrêtez. N'ayez pas peur de mettre à la poubelle du travail. Souvent, c'est ça. Les gens, ils ont peur de mettre à la poubelle 2 ans de travail. Et c'est normal. Mais vous préférez mettre à la poubelle 2 ans de travail ou continuer ça pendant 10 ans et ne jamais réussir? Là, vous allez perdre 8 ans de votre vie si vous continuez. Donc, ne soyez pas radicaux à long terme. Long terme, soyez bienveillants. Court terme, soyez radicaux. C'est vraiment en fait les 2 mots qui m'ont le plus inspiré. Ça peut changer. Et là, du coup, le jour où ça change, je vais peut-être devoir renommer mon podcast. Mais n'empêche que ça, pour moi, c'est les maîtres mots, si vous devez retenir quelque chose. Donc, c'est des podcasts et des vidéos, je suis partout. Vous tapez bienveillance et radicalité un peu partout, vous allez trouver.
Et d'ailleurs, ça fait aujourd'hui fait l'objet d'une des vidéos ou des podcasts qui va sortir très certainement. Donc c'est cool. J'ai mis quelques mots après parce que aussi pour vous lancer, parce que moi ce qui m'intéresse surtout c'est vous et je veux vraiment qu'on discute. Donc je pense que vous avez plein de questions qui ont popé quand j'ai parlé, donc gardez-les bien au chaud et vraiment je veux plein de mains levées quand j'ai fini. La passion est super importante parce que c'est ça qui m'a fait commencer. ArtPulse a commencé avec une passion. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous êtes mort. Il faut être passionné par le process, par l'exécution, pas par le résultat, mais vraiment par le process. Si vous n'aimez pas le process et que vous aimez juste le résultat, c'est-à-dire réussir, vous êtes mort. Moi, j'en suis au point où lorsque j'ai réussi quelque chose, lorsque j'ai fini, que ça fonctionne, je fais « Ah ok, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Putain, il faut que je refasse quelque chose de risqué, là. Il faut que je fasse un autre process, en fait. » Parce que c'est terminé, c'est fini. Quand j'ai raté, je fais « Putain, merde, j'ai raté. Du coup, il faut que je prenne une autre direction, bam, je fais ça. » C'est même plus excitant, peut-être, de rater. Parce que du coup, ça nous force à chercher autre chose et de trouver vraiment où est la réponse. Gagner, c'est cool, mais et après, quoi? Il ne se passe pas grand-chose. Donc, vraiment, soyez passionné par... Et si vous n'êtes pas passionné par ça, testez des choses. Testez des petits trucs, goûtez à des activités. Souvent, on me dit, oui, mais j'ai pas de passion, moi. Alors, on me dit, comment on fait pour trouver ta passion? Comment on fait pour trouver... Je ne sais pas comment on fait pour trouver sa passion. Je ne sais pas. Souvent, je réponds quoi? Je réponds, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous pouvez faire ce que vous voulez faire tous les jours, ça serait quoi? Peut-être que là, il y a quelque chose à trouver. Et ça peut partir de là d'une passion. Mais si vous n'avez pas de passion, testez. Vous êtes super jeune, vous êtes dans le meilleur endroit du monde pour tester des choses. Vous pouvez vous foirer les 10 prochaines années, c'est pas grave, quoi. Et ça, c'est ouf. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Aujourd'hui, je vis que pour une seule chose, c'est ne jamais regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Mais jamais. Si j'arrive à un certain âge où je me dis « Putain, mais j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait », c'est que j'ai raté quelque chose. Et je ne veux jamais me dire ça, jamais, jamais. Et du coup, à chaque fois que j'ai une idée ou qu'il y a quelque chose qui me titille et que je veux tester, je le fais tout de suite et je ne me pose pas de questions. Parce que sinon, je vais trop regretter. Le regret, c'est le pire poison de l'humanité. Il y a des gens qui construisent leur vie sur des regrets. Vous ne verrez jamais une personne âgée de parler de ce qu'elle a fait. Elle va toujours dire ce qu'elle n'a pas fait. Et ça, c'est horrible. N'ayez jamais de regrets. Vous savez, souvent, ouais, mais quand je prends des décisions, je prends des mauvaises. Et du coup, ça me travaille, j'aimerais bien retourner avant. Stop, vous avez pris la décision, passez à autre chose. Ne restez pas sur votre mauvaise décision. De toute façon, les décisions, quand vous les prenez, elles sont toujours bonnes. Parce que si vous les prenez, c'est qu'elles vous paraissent les plus justes à ce moment-là. Donc, vous n'avez déjà pas de regret à avoir à partir de là. Et vous ratez, bam, passez à autre chose, go, et vous foncez. N'allez pas ressasser toutes vos mauvaises décisions. C'est le pire pour exécuter. Et surtout exécuter, quoi. Commencer. C'est bien de penser gros, il faut penser gros. Il faut vraiment, pour avoir une track, une vision, il faut penser très gros. Mais il faut surtout commencer petit, mais avant tout maintenant. C'est-à-dire que vraiment commencer aujourd'hui, quoi. Ça peut commencer par juste l'envoi d'un mail, ça peut commencer par la création d'un groupe Facebook, ça peut commencer juste par sortir de chez vous et de parler à des gens. Ça commence juste là, quoi. Mais commencer aujourd'hui. C'est le plus difficile, en fait, commencer aujourd'hui. Moi, c'est ça. Hein, une fois que tu as fait le premier pas et que tu commences et que tu te prends des bâches et tout, tu dis « Ah, c'est ça, mais en fait, c'est cool, c'est marrant, ça me fait de l'expérience, ça me fait des choses à raconter, ça me construit, en fait. » Et c'est juste en exécutant que vous allez aimer à exécuter. Donc, exécutez vraiment aujourd'hui, quoi. Voilà, je rappelle un petit peu mon podcast, mes réseaux. Vous pouvez aller là, il y a tous mes réseaux, Facebook, YouTube, etc. Et moi, je veux vraiment qu'on discute là maintenant. Donc, je sais que vous avez plein de questions, alors je veux des mains levées. Et merci beaucoup. Merci. Allez, go! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, le micro, putain. En plus, je vais vous balancer des micros dans la gueule, ça va être trop bien. Il va être trop beau. Vas-y, je suis le gardien là. La télé, ouais, t'as la télé, j'ai intérêt à la rattraper. Vas-y. Vas-y. En gros, vous parlez là-dedans. Donc, le premier qui lève le doigt. Vas-y, dis-moi. Mais pourquoi en fait je parle dedans? Parce qu'en fait après on le capte, parce que ça va être retransmis. Ok, très bien.
Bah déjà je m'appelle Yacine, je pense qu'il faut vous le dire. Cool. Salut. Mon problème et ma question c'est que j'ai fait la majeure mécanique numérique et modélisation. C'est le problème. Ça te plaît pas? C'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'aime la mécanique, mais du coup là je n'ai pas le sentiment que ce que j'ai pu apprendre, enfin, plus ou moins apprendre, Ouais. et tout ce domaine-là pourrait faire l'objet de quelque chose que je pourrais justement utiliser en entrepreneuriat. Mhm. Donc la question c'est est-ce que je me tape 2-3 ans d'expérience en entreprise, donc à me casser le cul à être en entreprise honnêtement, et pour au final justement voir où est le besoin, etc. et commencer, ou est-ce que toutes les idées qui n'ont strictement rien à voir avec ça, je commence à les faire dès maintenant. Pourquoi tu es dans cette majeure? Bah parce qu'à la base, initialement, quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans l'automobile. Ok. Et là, le fait de travailler juste sur... bah là, je travaille pour Renault en ce moment, enfin sous-traitant pour Renault. T'es en alternance, c'est ça? Non, je suis en stage. Ah ok. J'ai fait un double diplôme, donc du coup, je commence mon stage que maintenant, et D'accord. après j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc je travaille pour Renault, et puis bah, je suis sur, par exemple, sur un des nombreux véhicules de Renault, sur la face latérale, là, je travaille sur des rails de porte. Genre Mhm. vraiment, je suis un micro-maillon de la chaîne, Mhm. j'aime pas Mhm. du tout. Mhm. Et donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'automobile. Mais donc du coup, est-ce que je reste dans le... Enfin, Je sais pas, t'aimes bien passer du temps dans ton entreprise ou pas? Ah non, Bah quitte. oui. Enfin, je termine mon stage quand même. Je termine mon stage, mais justement, après ça, est-ce que je vais chercher l'expérience ou est-ce que je vais tester? C'est ça la question. L'expérience, la seule chose que tu vas avoir en étant dans une entreprise, c'est que des mauvaises pratiques pour entreprendre. Ok. Pour une raison très simple. Mhm. Dans une entreprise, tu as des process pour exécuter dans une grande entreprise. C'est ça, Avec la hiérarchie, avec tous les process. c'est ça. Ça t'apprendra jamais à exécuter tout seul et à te débrouiller tout seul. Ok. Parce que dans une entreprise, on ne se débrouille pas tout seul. Donc à partir de là, si le framework n'est pas le même, tu vas dans le mur. Ok. Tu quittes et tu fais ce que tu veux faire. Ok, même si ça n'a... Au final, parce que justement, travailler dans l'automobile, c'est Ouais. quelque chose que... Enfin, l'automobile, c'est quelque chose qui me passionne quand même. Mhm. Pardon, j'avais oublié. Qui me passe... Ok, cool. L'informatique me passionne, je suis pas chez Capgemini. Ouais, c'est sûr. Ok. Vas-y, continue. Mais bah, tu m'as coupé. Je sais pas Pardon. ce que je... Non, c'est Mais pas- tu vois ou pas? Mais Tu vois le mais point? je vois ce que tu veux Voilà. dire. Oui, voilà. Je veux quand même travailler dans l'automobile, mais je pense que justement, faut que je sois... Enfin, je suppose qu'il faut que je sois quand même dans Ouais. le milieu pour voir un peu Je ce comprends. qui se fait. Je comprends ce choix, mais tu vois, je préfère limite que ça t'excite la mécanique, ça t'excite. Enfin, t'aimes bien, tu kiffes. Va sur YouTube et culture-toi sur la mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si en entreprise tu te sens mal, la seule chose que ça va faire pour toi au sujet de la mécanique, ça va te dégoûter de la mécanique. Déjà, parce que du coup tu vas l'associer à quelque chose de très mauvais. Si tu es passionné par un sujet, tu n'as pas besoin d'aller dans une entreprise pour te cultiver sur ce sujet. Clairement pas. Aujourd'hui, tu as Internet. Aujourd'hui, tu as masse de contenu gratuit sur Internet. N'importe qui aujourd'hui peut être expert avec Internet. Je vous raconte une anecdote. À The Family, j'ai rencontré un petit Africain. Il avait 13 ans. 13 ans. Il habite dans un village où il n'y a pas d'électricité. Il a construit une mini-centrale nucléaire chez lui par YouTube. Grâce à YouTube. Il s'est fait arrêter par le FBI parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Tu vois, à partir de là, tu te poses des questions sur le système scolaire et le système. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on sous-estime beaucoup trop la puissance d'Internet. Moi, le premier. Moi, le premier, vraiment. Je le sous-estime tous les jours. Il faut l'utiliser. Il faut vraiment l'utiliser. Sois curieux. Va sur des conférences. Va sur YouTube. Construis des choses. T'aimes la mécanique? T'as déjà construit des trucs chez toi? Cool. Continue. Vends-le. Je sais pas. Propose-le, essaie de répondre à des petits besoins du quotidien. Je ne sais pas dans quoi exactement tu es passionné, mais surtout, sois débrouillard. Un entrepreneur, c'est un mec qui se débrouille, c'est pas un mec à qui on doit attendre qu'on lui dise des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, j'aime bien dire ça, parce que pour moi, c'est ça. Tu vois, quand tu es étudiant, tu es dans un cadre où tu attends qu'on te dise des choses. Okay? Il y a des profs devant vous, et ils vous disent ce qu'il faut faire. Un entrepreneur, c'est radicalement l'opposé. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat ne peut pas s'apprendre par un prof comme moi. J'ai rien à vous apprendre sur le process. Rien, vraiment. Et par définition, un étudiant dans une école ne peut pas apprendre à entreprendre. Par définition. Parce qu'il attend il attend de faire ce qu'on lui dise de faire. Enfin, il attend ce qu'on lui dit de faire. Et ça, c'est pas bon. Un entrepreneur, c'est un mec qui se débrouille. Sinon, il n'avance pas. Sinon, ça crée quoi? Des exécutants. Vous êtes des exécutants. Vous êtes d'excellents exécutants dans cette salle. Parce que vous savez exécuter dans une entreprise. Parce qu'on vous forme à ça. Une école ne vous apprend pas à être intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Une école vous apprend à exécuter. Vous êtes des robots. Attention, j'ai énormément de respect pour les experts qui bossent dans des entreprises comme ça. C'est juste que ce n'est pas la même vie. Point. Voilà.
J'ai répondu ou pas? Plutôt. Cool. Merci. Yes, dis-moi. T'aurais dû le lancer. Moi j'y ai pensé. Moi, je pense, moi, ma question, c'est est-ce que, excusez mes termes, vous avez déjà été dans la merde jusqu'au cou ou dans le rouge? Vous voyez ce que je veux dire quand vous Je suis toujours dans le rouge. Et heureusement que je suis dans le rouge. Hein. Sinon, Ouais. j'arriverais pas à avancer. Sur le compte en banque d'Arpels, on est toujours dans le rouge. Et heureusement. Pourquoi? En fait, quand tu es dans le rouge, tu dois te démerder. Quand tu es dans le rouge, tu dois trouver une solution pour sortir de ce rouge-là. Si tu n'es pas dans le rouge et que tu es dans le vert et dans le gros vert, si tu n'investis pas assez dans ce que tu fais, tu stagnes, tu n'avances pas parce que tu n'investis pas. Tu n'exécutes pas. Tu vois ce que je veux dire? Un entrepreneur, jour 1, il est déficit. Hein. Et heureusement, sinon il n'avancerait pas, il serait là en train de regarder la télé. Voilà. C'est parce qu'il doit se débrouiller, sinon il est dans la merde. Du coup, il faut l'être. Toutes les petites startups que tu vois qui se montent sont tous dans le rouge. Et heureusement, sinon elles n'avanceraient pas. Donc si je dois répondre à ta question, oui. Et je le suis tous les jours. Aujourd'hui, je suis dans la merde, tout peut s'écrouler. Et d'ailleurs, The Family, c'était ça, je me souviens. On faisait des grosses soirées quand on était dans le rouge, tu vois. Mais ça compte, parce que dans les soirées, tu transmets de la valeur, tu fais des choses. Et ça crée une cohésion. Et ça crée l'investissement. C'est de l'investissement dans la boîte. Donc oui, clairement, et je te le souhaite de l'être. Ayez peur, ayez peur. Souvent on me dit, t'as pas peur de te planter, mais heureusement que j'ai peur. Évidemment que j'ai peur, sinon j'arriverai pas à exécuter. La peur est ultra puissante. Il faut juste bien s'en servir. Il ne faut pas la craindre. Il faut juste l'utiliser. Et putain, quand j'ai compris ça, je vous assure, quand vous êtes au téléphone et qu'on vous dit « Ouais, ça ne te dirait pas de faire ça » et vous n'êtes pas trop sûr parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour le... Dites oui. Putain, dites oui. Ça va vous forcer à les avoir, ces compétences. Moi, ma première conf, j'étais terrorisé. Et j'avais dit oui. Alors, vous voulez une anecdote? Là, c'est vrai. The Family, j'arrive... 2 semaines de stage à ma deuxième semaine. Je viens voir Jean de la Roche-Brochard, qui est un investisseur assez réputé dans le milieu, dans l'écosystème startup. Et c'était la période où il commençait à faire les conférences coup d'état sales, donc des formations pour apprendre à vendre. Et moi, qui étais joueur, je me dis putain, vas-y, j'ai envie de me faire une place. En plus de ça, j'ai envie d'être un peu dans la merde, justement. Je vais aller lui parler. Et c'était une époque où je lisais pas mal de livres sur le développement personnel, sur comment persuader des gens, comment jouer avec le langage corporel, etc. Je suis allé vers Jean, il travaillait. Hein. Je suis allé vers Jean, je me suis assis à côté de lui. Je lui ai dit, j'ai vu que tu faisais un coup d'état sales. Il ne m'a pas regardé, il était sur son ordi, il ne me regardait pas. Hein. Il m'écoutait juste. J'étais à côté, comme ça, très impressionné aussi. Je lui ai dit, oui, est-ce que tu penses que je pourrais peut-être faire une petite conférence comme ça pour coup d'état sur la façon de vendre? Parce qu'en ce moment, je m'intéresse pas mal au développement personnel et j'aimerais bien essayer, moi, de faire des conférences et tout. Il m'a regardé, au début, il disait rien. Je lui ai dit, alors, t'en penses quoi de ce que je t'ai dit et tout? Il fait, je sais pas, tu pourrais tenir combien de temps? Il m'a dit, tu pourrais tenir combien de temps, genre, à parler? Je dis, je sais pas, 45 minutes, 1 heure peut-être. Je fais, ok, go, t'es libre mardi? Il regarde son calendrier et tout. Je fais, ouais, on était vendredi. Hein. Et je fais, ok, vas-y, je te mets. Et il m'a mis comme ça. Il m'a même pas regardé une fois. Hein. Et là, je fais, ok, cool, vas-y, je vais préparer ça et tout, merci et tout. Mais j'ai passé le pire week-end de ma vie. Je vous assure, j'ai passé mon week-end à m'instruire sur comment je peux faire une conférence. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais juste intéressé par le développement personnel. Comment j'allais tenir 1 heure à parler avec des gens sur ce sujet, quoi. Sur comment vendre. J'ai jamais bossé dans une entreprise. Et je me suis mis dans la merde. Et c'est grâce à ça que la conférence, elle est encore en ligne. Hein. Vous tapez Franck, la conférence, elle s'appelle « Vendre, c'est convaincre ». Ma toute première conférence. Vous pouvez la regarder, elle dure 45 minutes. Je n'ai même pas tenu 1 heure. Et c'était rigolo. Franchement, c'était cool. En fait, j'ai adoré parce que grâce à ça, maintenant, j'ai beaucoup moins le trac et je sais. C'est toujours les premières fois qui sont compliquées. Une fois après, tu es trop grand et l'accomplissement personnel est dingue. Tu es super fier de toi, tu vois. Ça a répondu à ta question? Yes, cool. Yes, dis-moi. Vous avez beaucoup insisté sur le fait de partir d'un besoin, mais moi je connais des gens qui sont entrepreneurs et ils me disent crée le besoin. Vous en pensez quoi de ça? Alors ça, tu le feras quand tu seras Apple. Ouais. Ouais. J'aime bien les gens qui disent ouais, mais il faut créer le besoin, tu vois. Les gens, ça va leur donner envie. Ouais. Apple y arrive très bien, c'est vrai, mais soit Apple avant. Apple, on voit Apple aujourd'hui tel qu'il est. On voit Beyoncé telle qu'elle est aujourd'hui. Mais on n'était pas là hein, les 20 premières années de l'entreprise quand les gars ils étaient dans un garage en train de galérer. Et vous en êtes là. N'oubliez vraiment pas ça. Eux, ils ne cherchaient pas à créer le besoin dans leur garage en faisant le premier Apple. Vraiment pas. C'est juste qu'il y en avait un et qu'ils l'ont proposé à des geeks, ce genre de machine.
Et ça les a sauvés sur plein de choses. Ça leur a aussi fait gagner plein de temps. Du coup, ils ont commencé à en vendre. Cette question-là, elle est vraiment hors propos, je pense, au stade dans lequel on est. Moi, le premier. Même moi, franchement, je suis loin d'être là-dedans encore, tu vois. Donc, et si les gens t'ont dit ça, c'est qu'ils sont déjà très avancés pour ça et je leur souhaite que du bonheur et c'est très cool pour eux. Yes. Amélie, c'est parti. Du coup, comment t'as toute l'énergie pour gérer tout cet écosystème pour entrepreneur, pour commencer à entreprendre, est-ce qu'on peut commencer à entreprendre seul? Ou par exemple, comment on sait qu'on a la bonne personne en face de nous pour entreprendre à 2 ou à 3? Est-ce que la confiance, c'est vraiment un lien qui est vraiment très important dans l'entrepreneuriat? La première question, c'était quoi déjà? Ah oui, comment je fais? C'est simple en fait, quand tu lances un truc et que ça fonctionne. C'est génial que tu me poses la question. Je réponds à un besoin en offrant une idée, un produit, un service. Je galère, ça répond pas tout de suite. Quand ça répond et que ça fonctionne, moi je me fais chier. Moi c'est bon, ça y est, j'ai fait mon taf. Du coup, je fais quoi? Je le donne à des gens qui sont passionnés par ce domaine-là et qui le gèrent pour moi. Parce que mon job, il est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je passe à autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai des équipes qui s'occupent de faire fonctionner ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens toujours qui sont passionnés. Très important. Sinon, ils vont mal exécuter. Tu vois? Et c'est quand même plus cool de travailler avec des gens qui sont passionnés. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était... ah oui, est-ce que tu peux... Oui, commence seul. Oui. Faut pas que ça soit un frein de dire je suis seul, du coup, je peux pas commencer. Non, commence seul. J'ai commencé seul. Non. Ceux qui vous disent non, mais il faut être 2 au moins pour lever des fonds. Allez, avant de lever des fonds, déjà, vends quelque chose et après, on en reparlera. Tu vois? Ok. Quand on vous dit pour être successful, il faut lever des fonds, avoir un incubateur et avoir une équipe soudée, etc., c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Pourquoi? Parce que c'est hors propos. Vous avez 2 phases dans une startup. Tu as la phase de recherche où tu essayes de répondre à un besoin. Tu as le besoin et tu essaies d'y répondre. Tu itères. 97% des startups aujourd'hui sont dans cette phase-là. Okay. Les 3% qui restent, ils ont déjà comblé le besoin. Maintenant, leur taf, c'est de survivre aux besoins. De survivre plutôt au succès de leur boîte. De survivre à la croissance. Et là, c'est des questions qui sont pertinentes. Lever des fonds, trouver des locaux, recruter plus de gens. Là, c'est des questions. Dans les 97% des startups, ces questions-là doivent être inexistantes quasiment. Pour moi, là, ta seule obsession pendant ce temps-là, c'est de sortir chez toi et de vendre ton putain de produit. Point. Donc que tu sois seul ou 10 000, c'est pareil. Sachant que si tu es 10 000, il n'y en a qu'un seul qui doit faire les dernières décisions. Toujours. Sinon, vous n'allez pas exécuter parce que vous n'allez pas être d'accord sur des choses. Il faut être radicaux. Il faut être radicaux sur le court terme, tout le temps. Et il faut assumer ça. Souvent, là, ça, je vais développer ça parce que j'ai vu beaucoup de boîtes mourir à cause de cofondateurs qui ne s'entendaient pas et qui n'avaient pas la même vision. Ça doit se régler dès le départ. Jour 1. Jour 1, si vous n'avez pas la même vision, c'est mort. Et jour 1, si vous n'êtes pas mis d'accord sur celui qui doit prendre les décisions finales, vous êtes mort aussi. Il faut se mettre d'accord sur ça. Et si, par exemple, vous êtes face à un choix et que vous êtes face à un problème et qu'il faut faire un choix et qu'il y en a un qui dit qu'il faut faire A et l'autre qui dit qu'il faut faire B, celui qui a été désigné au départ, qui doit faire monter la boîte ou en tout cas mener la barque, il a dit de faire A. C'est-à-dire que celui qui était pour B, il doit être à fond sur l'idée A, vraiment. Et il doit laisser sa fierté de côté et dire « Ok, on y va à fond, fais le A ». Si le A foire, le gars du B ne va pas dire j'avais raison », surtout pas. Il dit « Ok, on a testé ça, maintenant on fait B ». Et c'est OK. Et il n'y a aucun problème. Vous devez vous lier à la vision de l'autre si vous êtes en divergence. Okay. Vraiment, sinon vous n'allez jamais avancer. Il y aura de l'animosité entre vous qui ne sera pas dite, qui sera implicite. Ça va péter. Ça va vraiment péter. Ça, je l'ai beaucoup vu et c'est dur hein, humainement de l'intérioriser ça. Et c'est dur aussi de l'accepter. C'est difficile de mettre sa fierté de côté. C'est très dur. Sauf que sinon, vous n'avancez pas. Quoi. Devant. Alors, comment commencer? J'ai une idée. C'est pas bien déjà. Hein T'es mal barré déjà. Non, mais parce que il y a un besoin, ok, et j'ai constaté du coup que ce serait bien d'avoir telle chose pour répondre à mon besoin, ok. Le problème, c'est que ce telle chose, c'est quelque chose de quand même, c'est un produit, on va dire, c'est électronique. En fait, il y a de la conception à faire. Okay. Et le truc, c'est que est-ce que je me lance dans la conception de ce truc
donc je galère pour la conception de ce truc, et une fois que c'est fini, je vais commencer à essayer de le vendre, ou est-ce que quand même je vais peut-être me renseigner sur est-ce que je suis pas seul dans ce besoin? Est-ce que tu l'as validé déjà, le produit? Est-ce que tu sais que les gens sont prêts à le payer? Non. Voilà. Alors, déjà, il faut que tu sois sûr de ça avant d'entamer n'importe quel process. Pour ça, il y a plein de façons de faire. La première façon, c'est de faire une landing page. Une landing page, un site internet, avec une seule page, okay, qui présente le produit. Alors, pour le présenter, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu es bon à Photoshop et tu essaies de monter un truc cool, soit tu essayes d'expliquer ce que tu fais sur Kickstarter. Tu fais une belle page Kickstarter pour lever aussi des fonds. Si les gens mettent l'argent, c'est qu'ils sont OK avec ça. Je pense que vous aurez une conf sur le crowdfunding bientôt et ça va être top. Ou bien ça peut être simplement, tu vas au Fab Lab ici, tu fais un tout petit prototype de merde et tu essaies de le montrer à tes cibles, à tes clients. Okay, c'est primordial avant de commencer n'importe quoi, sinon tu vas perdre trop de temps et d'argent parce que ça se trouve tu ne sais pas si c'est utile pour la personne. Ouais, vas-y. Ouais, non mais c'est ça en fait. Et du coup, une fois que tu l'as validé, quand je dis validé, parce que souvent on me dit oui mais à partir de quand je sais que ça prend, à partir de quand je sais que les gens ils en ont besoin. Je vais balancer un chiffre, mais en vrai, franchement, il ne faut pas se fier à ça. Quand il y a 4 personnes sur 10 qui l'achètent, c'est qu'a priori, il y a quelque chose. D'accord? Mais franchement, j'ai plus envie de te dire, c'est quand tu n'arrives plus à gérer tes clients que ça fonctionne. Quand tu as trop de demandes ou que les gens ils s'impatientent et qu'ils rachent sur leur ordi parce qu'ils ne sont pas livrés. Là, c'est qu'il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vas-y. Justement, la question, c'est que, en l'occurrence, ce produit en question, j'ai pas les compétences techniques pour le faire. C'est pas grave. Le mec qui a fait Dropbox, il n'était pas ingénieur. Oui, non, alors, pour ça. Du coup, est-ce que je vais commencer à chercher des gens pour le faire? Non, surtout pas. Surtout pas, parce que toi, tu veux le prototyper, tu peux le faire aujourd'hui. C'est quoi comme truc? Vas-y. Je dois parler de mon idée là-dessus? Je vais la noter en plus. T'as peur qu'on clique ton idée? Non, en vrai c'est, je fais la danse. Et le problème, c'est que le nombre de fois où j'ai mis mon téléphone pour me filmer, pour lancer un move, puis pour l'arrêter, pour revoir le move à ce moment-là. Enfin, c'est juste ce process de revoir comme ça. D'accord. Je galère, j'ai envie de faire un truc qui direct avec une activité directe. Essaie de le prototyper à la main. Essaie de faire quelque chose. Alors ça, faut être. Alors regarde. Ouais, tu vois. Tu vois, mon cousin, il m'a appelé il y a 2 semaines justement. Il m'a dit, Franck, j'ai une idée. Bon, okay. Vas-y, dis-moi. Il travaille dans les prestations de l'animation dans les supermarchés. Donc, vous savez, ceux qui vendent de la charcuterie dans des stands temporaires, voilà. Il travaille là-dedans. Et ça fait 15 ans qu'il est là-dedans, le mec. Et il m'a dit, putain, c'est ouf parce que les boîtes qui embauchent ce genre de prestataires, ils savent jamais s'ils sont fiables ou pas. Jamais. C'est-à-dire qu'il y en a même qui viennent même pas au rendez-vous, il y en a même qui viennent pas et du coup, ça crée plein de problèmes parce qu'ils ont réservé des tables et tout. Enfin bref, ça crée, ils aimeraient bien juste avoir une blacklist. Parce que c'est toujours les mêmes en fait qui arrivent. Une espèce de blacklist pour dire lui il est pas fiable, lui il est fiable, lui il est pas fiable, lui il est pas fiable. Du coup j'ai imaginé une appli où je peux mettre les prestats dedans, où en fait c'est une blacklist et du coup le prestataire, enfin le client pardon, il a juste à payer pour avoir accès à cette blacklist pour savoir s'il doit prendre ou pas le prestataire. Tu sais, il a déjà imaginé le produit et tout. Je lui dis mais attends mais déjà il n'a pas validé le produit d'accord, mais je lui dis mais en fait tu as juste à prendre un cahier et tu fais ta propre blacklist et après tu dis à tes clients appelez-moi si vous voulez savoir si le gars il est fiable. Ça commence là à monter une boîte, ça commence juste à prendre un... En fait, c'est juste, fais-le à la main, fais les choses avec au pyjama. Moi, au début, j'aurais pu te dire, vas-y, je sais pas développer, comment je fais? Comment je fais? Non, je suis juste sorti de chez moi et j'ai essayé de le vendre. Donc ton truc, tu peux essayer de trouver un petit hack, je sais pas, utiliser 2 téléphones et montrer Il faut que tu arrives à prototyper, à faire un MVP de ton produit sans le faire. Alors, j'ai pas trop compris le délire de ton produit là, mais c'est sûr que c'est possible. Après, si tu veux, on en parle, mais c'est sûr que c'est possible. Mais surtout, ne trouve pas un expert pour le faire. Mais vraiment pas. Tout à l'heure, tu avais peur qu'on te pique ton idée. Ouais. Je vais en parler. C'est une question qui revient tout le temps. Et moi aussi, j'ai été confronté à ça. Je voulais jamais parler de mes idées. Ok, on va être très clair. Vous avez plus de chances de vous faire piquer une idée en parlant à personne qu'en en parlant à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous en parlez à personne, vous êtes tout seul, vous êtes en train d'essayer de vendre quelque chose sans parler à personne, donc vous n'avez aucun retour parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vie de vos clients, comme il te manque plein de compétences, tu ne peux pas les repérer parce que tu ne veux pas en parler de ton produit, tu n'avances pas. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va le faire avant vous. Point. Parce que lui, il aura fait plutôt l'inverse. Il n'en aura parlé à tout le monde, ça va créer plein d'opportunités et il va le sortir beaucoup plus vite que vous. Donc c'est très dangereux de ne pas en parler. C'est hyper dangereux, je vous assure, c'est super dangereux. Plus vous en parlez, plus vous allez trouver,
des associés ou des gens qui peuvent vous aider gratuitement. Et deux, surtout, vous allez pouvoir parler à vos clients. Parce qu'il y en a qui n'osent même pas parler à leurs clients parce qu'ils ont peur qu'ils te piquent l'idée, quoi. C'est chaud. Parce que du coup, tu n'auras jamais la réponse. Du coup, ça donne quoi? Ça donne des mecs qui développent un produit pendant 2 ans et au bout de 2 ans, il n'y a rien qui vend parce que il n'en aura jamais parlé à personne, du coup, il n'aura jamais capté le vrai besoin. C'est dangereux. C'est un biais. Aucune idée de startup n'a été volée. Je me défie dans cette salle de me citer une startup qui s'est fait voler. Ne me parlez surtout pas de Facebook. Et c'est très simple pour Facebook. Hein. C'est l'exécution, c'est pas l'idée. Je vous garantis que Facebook n'aurait pas la même gueule aujourd'hui si ça avait été les premiers, les jumeaux là qui l'ont fait. Vraiment pas. Je vous assure que non. C'est l'exécution qui compte. C'est pas l'idée. C'est la façon dont vous le faites. C'est la façon dont vous allez le présenter, la façon dont vous allez le vendre. C'est ça ce qui fait que votre produit existe, ce qui fait que votre start-up existe. C'est pas l'idée de base, c'est l'exécution. Retenez vraiment ça. Donc n'hésite pas, parle-en à tout le monde et t'inquiète pas, tu vas le trouver ton MVP. De toute façon, si ça te frustre de ouf, tu veux même l'utiliser ton truc, tu es ton propre client. Mais aujourd'hui, tu fais comment? Tu vas bien essayer de trouver un tips, un trick, tu vois, pour essayer tu vois ce que je veux dire? Prendre un miroir, un truc, j'en sais rien, mais tu vois, réfléchis à un truc comme ça et bricole un truc avec 2 miroirs, j'en sais rien, mais fais, tu vois, fais en fait, juste fais. Ne fais pas un truc super sophistiqué, etc. etc. Ou alors, si tu as besoin d'un Fab Lab, tu en as un, enfin, tu vois, tu as des trucs quand même, tu as des trucs. Sinon, je te dis, tu fais un montage Photoshop de ce que tu imagines, même un dessin, tu le mets sur une landing page, tu l'envoies à des gens qui sont susceptibles d'acheter ça, tu dis, bah, écoute, vas-y, c'est prêt, ça coûte 20 balles, si tu l'achètes, tout de suite, tu as une réduction de je ne sais pas, tu seras le premier livré. Ça suffit, ça, hein, pour tester une idée. Ça va de vendre un truc qui n'existe pas. Ça va de vendre un truc qui n'existe pas à partir du moment où vous le promettez, c'est une promesse. Souvent, tu sais, ce qu'on traque, c'est les clics de « j'achète ». Et quand tu cliques sur « j'achète », il y a écrit que c'est sold out. N'empêche que tu as la réponse, parce que le gars, il était prêt à l'acheter. C'est une valeur importante. C'est comme ça que tu peux mesurer le fit avec un marché. Tu vois, le fit, quand je dis le fit, c'est la rencontre avec ton produit et ton marché. Ça, tu peux le mesurer comme ça. Et c'est OK de le faire. C'est complètement OK. Tu vois? Ok. Yes. Moi j'ai une question, c'est que tu as dit que l'entrepreneuriat ça ne s'apprenait pas. Et justement il y a de plus en plus de cursus entrepreneuriat proposés par des grandes écoles de commerce, surtout des masters spécialisés. Et la clientèle de ces masters spécialisés justement c'est tous les ingénieurs qui sortent de leur école justement. Et du coup je voulais savoir si justement à travers ton expérience tu as observé que les gens qui avaient fait ce genre de formation, master spécialisé d'entrepreneuriat, etc., études en entrepreneuriat, est-ce que ces gens, tu as observé qu'ils avaient, un plus par rapport aux autres? Non, ils ont que des moins, ils sont en retard par rapport aux vrais. Vraiment, c'est triste, hein. C'est vraiment triste, mais c'est ça. À The Family, ceux qui ont réussi, c'est toujours ceux qui, soit ils n'avaient pas de diplôme, soit ils venaient d'un autre pays qui ne comprenaient rien à la vie, au monde d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est ouf. Tu vois, tu peux prendre le plus grand expert en n'importe quel domaine, vu qu'on lui a dit toute sa vie quoi faire et qu'on lui a dit comment être expert dans quelque chose, il ne pourra jamais en fait se débrouiller tout seul. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un problème intrinsèque, c'est par définition, tu vois, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que des gens qui sont comme ça, ils peuvent changer. On le devient entrepreneur. Ça, c'est vrai. J'ai vu des gens qui ont shifté comme ça, qui disent mais putain, mais en fait, je suis l'exemple concret, hein. Je viens quand même d'une école d'ingénieur. On m'a quand même dit tout le temps ce que je devais faire, comment faire, et en mécanique, en finance, en tout ce que tu veux. Et j'en suis là aujourd'hui. C'est possible. C'est du mindset, en fait. En fait, ce que tu dois apprendre, c'est pas le process, c'est du mindset. Souvent, je dis l'exécution, c'est super important. Ouais, c'est important. Mais en fait, l'exécution du mindset, c'est-à-dire comment tu penses, c'est ta capacité à itérer, c'est ta capacité à tester des choses, ta capacité à mettre à la poubelle du travail. D'accord. Donc, juste, tu conseillerais pas, par exemple, à quelqu'un qui est en école d'ingénieur et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, tu conseillerais pas d'aller justement... Non, je conseille de sortir chez lui et de vendre son truc. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ouais, pour défendre un peu les parcours start-up de nos écoles. C'est vrai que j'étais un peu violent quand même là. Non, mais je suis mais tu vois ou pas ce que je veux dire? Je le sais. Le problème, c'est que j'ai vécu une mauvaise expérience sur ça. Mais vas-y, dis-moi. Il y a des étudiants ici qui font les parcours start-up, allez leur parler après, puis leur demander comment ça se passe. Ce qui est cool avec les parcours entreprendre des start-up, vous voulez que je parle de ça? Je voulais être coupé au montage. Quoi?
Non, je vais parler comme ça. Ce qui est cool avec les parcours start-up entreprendre de nos écoles, c'est qu'on vous dégage du temps pour aller dehors. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, hein. Allez dehors, allez voir la DPE, allez voir des salons, allez voir vos clients à la Défense. Je vais avec vous au resto, interroger ceux qui font la queue parce que vous voulez faire une appli qui réduit le temps de queue. Et donc tout ce qu'on fait, c'est, donc ceux qui sont en parcours start-up, ils ont une semaine dédiée, je crois il y a à l'IIM, je veux dire il y a 4 semaines dans l'année, et c'est dégager du temps au maximum pour aller dehors tester. Parce que comme ce que Franck dit, et je suis entièrement d'accord, ce qui nous manque le plus, c'est le temps. Pour le parcours ESILV MLV, c'est le lundi et le mardi. Et du coup, vous avez le lundi en totale autonomie. Pareil, ça vous fait du temps pour avancer parce que c'est tout ce dont on a besoin, c'est du temps. Et nous, ce qu'on fait avec De Vinci Startup, on vous enseigne rien du tout. On vous donne des conseils, vous les prenez pas. C'est vous qui savez, c'est votre produit, vous le connaîtrez quoi qu'il arrive mieux que nous. Tout ce qu'on fait, c'est vous aider à vous poser les bonnes questions. Et ce qu'on vous fournit ici, c'est un endroit et du temps. Nous, on s'arrange avec vous pour voir comment faire fitter votre projet avec les études que vous suivez, parce que vous êtes quand même là, c'est voilà, avoir un diplôme, une sécurité. Il y a plein de raisons pour lesquelles on veut avoir un diplôme. Parce que moi, j'ai fait des Sylves aussi, comme Franck, je viens de l'école d'ingé, j'ai fait finance. Rien à voir aujourd'hui avec ce que je fais, mais bon, ça donne aussi de l'inspi. Comme quoi, tu vois, l'illustration parfaite. C'est ça. Vous forme à quelque chose parce que vous savez pas quoi faire d'autre, et au final, vous faites autre chose. Mais c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que c'est pendant ces 5 années-là, tu as réfléchi. Et t'as réalisé que c'était pas fait pour toi. À la limite, ça sert à ça une école. Ah mais moi je dis tout le temps, en année 1, je voulais créer un spa dans le 16e avec les copines quoi. Et je me suis dit, allez, j'ai payé 1 an, je vais payer 5, après on verra. Et au final j'ai craqué. En année 5, c'était fini, j'ai monté ma boîte avec Julien et on a tout fait. On a fait notre stage dans notre boîte, notre mémoire sur notre boîte. On s'arrange en fait. Il y a toujours moyen de transgresser les règles pour s'arranger et faire ce qui vous plaît. Et l'école, elle est là pour vous aider à le faire. Avant c'était un peu officieux, maintenant c'est officiel avec nous. C'est ça. Ouais. Voilà, pour répondre sur les parcours des écoles. Tu veux? Une question? S'il n'y a personne, moi je continue. Si t'as... Bon, si j'ai, parce que c'est moi, plusieurs idées. Genre, j'ai un truc en rapport... il y a ça, ce que je t'ai dit juste avant. J'ai un truc en rapport avec les douches. J'ai un truc en rapport avec... Bref, plein d'idées. Est-ce que je me concentre sur celle qui me semble le mieux ou est-ce que... Là où tu prends le plus plaisir à exécuter. Je sais. C'est quoi? Je sais pas encore, j'ai pas encore exécuté. Mais il faut que tu le saches. Mais dès que tu le sais, tu fais ça. Okay. En prio, là où il y a le bonheur. Ok. Mais, ouais. Ok, d'accord. Donc moi j'ai une question simple, si demain je te dis tu as 3 outils à prendre pour créer ta startup, tu prends quoi? Mon mindset. Mais des outils pratiques, je parle en termes de logiciels, de... Putain, mec, c'est aucun, vraiment. Et limite, c'est un piège d'en avoir. Parce que ça te met des œillères, en fait. Tu te dis, putain, il faut que je l'utilise. Putain, il faut que je... Tu sais, regarde, souvent, tu sais, pourquoi tu n'utilises pas Slack? Pourquoi tu n'utilises pas... Parce que Messenger, ça me suffit. Ne cherche pas à utiliser ce qu'il y a à disposition pour des startups. Tu l'utilises seulement si tu en as besoin. Et on revient toujours aux besoins. Hein. Mais c'est ça, en fait. Moi, aujourd'hui, là, pour entreprendre, je sais que j'ai juste besoin de mon mindset et de ma capacité à savoir qu'il n'y a jamais de risque à essayer de quelque chose. Jamais. Il n'y a jamais de risque à essayer de quelque chose. Il n'y en a pas. Dites-moi, il y a quoi? Il n'y en a pas. Perdre de l'argent? Je prends un CDI et je récupère l'argent. Pas grave, ça. Le temps, par contre, c'est chiant. Du coup, j'ai plutôt intérêt à tester plein de choses pour éviter d'en perdre. Donc, à la limite, je te répondrai le temps. Voilà. C'est la seule chose qui est requise pour entreprendre. C'est ça. Et vous pouvez passer sous un puce de main, quoi. Pensez à ça. C'est ça la vie. Et c'est ça qui est beau aussi. J'ai fait un arrêt cardiaque à 22 ans. On m'a sauvé de justesse ici. C'était en cours en plus. Si j'étais parti ne serait-ce qu'une demi-heure en avance, je ne serais pas là devant vous à vous parler en fait. C'est ça la vie, tu vois. Et tu vois, tu dis mais ça tient à rien. Si j'avais pris cette décision-là, si j'avais pris une autre décision, je serais peut-être même pas là. Donc ne mets pas de valeur à tes décisions, ne pèse pas en fait le poids de tes décisions. Si tu l'as prise à ce moment-là, c'est que c'était la bonne pour toi et point, pas de regret, tu vois. Mais juste la vie peut s'arrêter à tout moment, tu vois. Et juste ça, c'est la chose la plus précieuse qui existe, le temps. Utilise-le bien. On a le temps là encore, non? Ouais, tranquille. Yes.
Moi, je voulais en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire tu parlais de la bienveillance et de la bienveillance, pardon, de la radicalité. Très rapidement, je t'introduis dans le sujet. En gros, moi, j'ai été très très bienveillant avec beaucoup de personnes. Ouais. Donc la bienveillance, ça a un gros défaut, c'est qu'en fait, forcément, quand tu es bienveillant, tu n'es pas radical, tu vois, tu n'attaques pas les gens, ce genre de choses. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, mais en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que du coup, la bienveillance, ça te ramène souvent à être seul, tu vois ce que je veux dire? À être Seul. seul, t'as dit? Seul. Ouais, Alors attends, c'est quoi être bienveillant pour toi? La bienveillance, C'est pas de la naïveté, hein. Vas-y, dis-moi, c'est quoi? la bienveillance pour moi, c'est pas de la naïveté, t'as raison. C'est plutôt le fait de justement pas vouloir blesser les autres. Que je sais pas si c'est notre génération ou si c'est quelque chose d'autre. Aujourd'hui, si tu t'imposes pas, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué en France. Juste pour vous dire, ça fait 4 ans que je vais arriver ici. Ok. En tout cas, ce que je remarque ici en France, c'est que si tu t'imposes pas, tu te fais bouffer. Tu peux t'imposer en étant bienveillant. Ah, il faut d'ailleurs. Alors comment faire, tu vois? Ah bah être radical à court terme. Être radical, c'est tu dis putain on va dans cette direction les gars et c'est ça qu'on fait et pas autre chose. Je suis bienveillant en disant ça. C'est parce que je suis persuadé qu'on va arriver au succès comme ça. Ça motive tout le monde quand je parle comme ça. C'est de la bienveillance. Parce que je veux que du bien pour tout le monde. Et je veux que tout le monde soit passionné par ce qu'il fait. En gros, il faut avoir une balance entre guillemets entre la bienveillance et la radicalité. En fait, ça ne se concerne pas. Les deux ne se concernent pas. Les deux, ça va de soi. Non, il n'y a aucun lien pour moi. Aucun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'amuse à les mettre à côté. Parce qu'a priori, on pense que c'est super contradictoire. Alors qu'en fait, c'est juste deux concepts totalement différents. Ceux qui réussissent, c'est très souvent ceux qui sont radicaux et qui veulent du bien pour les gens. Tu vois ? Tu peux avoir souhaité beaucoup de bien à quelqu'un en étant très radical. Tu vois ce que je veux dire ? Et il est là le point, c'est que quand je dis être radical, en plus j'utilise un mot qui est en ce moment, être radical, voilà quoi. Non mais tu vois, c'est un mot qui fait piquer et c'est voulu de ma part, tu vois. Et la preuve, j'adore que tu me poses cette question et merci de me la poser. Mais c'est pour expliquer que les gars, il faut juste arrêter de débattre. Il ne doit pas y avoir de débat. Il n'y a pas de débat dans l'exécution. C'est soit tu fais pas. Tu fais pas un peu des deux. Non, tu fais ou tu fais pas. Aucun débat. Vous savez, dans le business, c'est un des rares milieux où il n'y a pas de débat. Soit vous réussissez, soit vous ne réussissez pas. Soit vous avez raison, soit vous avez tort. Dans la science, non. À chaque fois, on arrive à contredire des théories. Dans n'importe quoi. Dans le juridique, pareil, on change sans arrêt. Dans la médecine, on se trompe. Tu vois, on itère à chaque fois. Dans le business, non. Si tu gagnes à ce moment-là, c'est que tu avais raison à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu rates, c'est que tu n'avais pas raison à ce moment-là. Peut-être que tu auras raison 10 ans plus tard, tu vois, mais pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de débat. Et c'est pour ça que la radicalité s'inscrit beaucoup là-dedans. Yes, je t'en prie. Tout à l'heure, tu parlais des erreurs. Tu fallait faire des erreurs, mais du coup, tu as dit que tu en parlerais et du coup, c'est possible de développer un peu plus. C'est sûr, pourquoi je ne l'ai pas dit? Non, faire des erreurs, oui. Tu sais pourquoi? Parce que on parlait de radicalité. J'ai fait des choix qui m'ont amené à des échecs. C'est une erreur. Eh bien, merci. Heureusement que je l'ai faite parce que maintenant, je sais que cette voie-là n'existe pas. Du coup, je prends l'option B. Point. Voilà pourquoi il faut faire des erreurs. Si tu ne fais pas d'erreurs, ça veut dire que tu fais de la politique. Tu essaies de plaire un peu à tout le monde. Du coup, tu ne vas jamais vraiment rater. Mais tu ne vas jamais vraiment réussir. Tu ne feras rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sois radical, comme ça, tu sauras tout de suite si tu échoues ou pas. Si tu échoues, bam, tu fais autre chose. Si tu réussis, bravo, next thing. Ouh. Oh là là, il y a pire que toi. Hein. Donc tu parles beaucoup de temps. La question c'est combien de temps tu dors par nuit? Je dors beaucoup en plus. Je dors beaucoup. Combien de temps je dors par nuit? Je dors beaucoup. Tu sais, c'est pas lié à la quantité de travail. Ça paraît impressionnant, mais les gars, je fais rien en fait. Qui c'est qui m'a posé la question? C'est toi? Ouais. Excuse-moi, j'ai déjà bugué là. Comme quoi, tu vois. Non, mais en fait, tu sais, quand tu es passionné par ce que tu fais, certes, tu comptes pas forcément tes heures. Peut-être que tu dors un peu moins, mais tu les rattrapes toujours quand il y a des moments où tu veux juste arrêter. Aujourd'hui, je vis à Biarritz. Que depuis début août, ok? C'est un pur caprice. C'est parce que j'en avais marre de Paris et que je voulais un petit peu voir la mer. Je me suis installé là-bas. Aujourd'hui, je suis hyper productif là-bas et je vis encore mieux. J'ai l'impression de vraiment me ressourcer
alors que je fais exactement les mêmes choses. Donc pour répondre à ta question, c'est pas forcément lié. Évidemment, il faut travailler beaucoup. T'as jamais eu quelqu'un qui a réussi sans travailler. Et là, franchement, jamais. Même si, s'il a buzzé, regarde, non, il y a du travail aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, où il faut se bouger le cul, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le plus important, c'est pas forcément de manger beaucoup d'heures dans la journée de travail, mais c'est de plutôt aussi, est-ce que tu es content en passant ces heures-là? Est-ce que tu es heureux? Et après, tu regardes que ça. Et tu regardes plus trop le reste. T'inquiète pas, le corps, il te parle aussi. Hein. Quand tu es fatigué, tu iras, même si tu es heureux de faire ce que tu fais. Mais tu t'y retrouves tout le temps, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas bouffer ta santé, clairement pas. Ça, je ne le pense pas. Mais j'ai hâte de continuer pour avoir une réponse un peu plus complète plus tard, parce que je ne sais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je te dirais ça. Pour l'instant, franchement, j'ai aucun manque là-dessus. Faut pas avoir peur de ça. Limite, faut pas, ça crée une barrière plus qu'autre chose. Quoi. C'est ce que je veux dire. Je m'assois. Tu parlais tout à l'heure de si jamais par exemple tu as peur de te rater, etc., et que tu as besoin d'argent, tu vas trouver un CD derrière. Ouais. Et le fait est que là tu as fait informatique, donc ce qui est appris dans l'école est quand même déjà concret et c'est plutôt une bonne chose, du coup, ce qui fait que je pourrai travailler directement. C'est vrai. Et je suis le seul en mécanique ici? Je suis le seul, ok. Ok. Et du coup, vu que moi en mécanique, ce qu'on apprend c'est très théorique et qu'il faut de la pratique, encore une fois, là je pose la question clairement sur moi, est-ce que je travaille un peu quand même avant ou non? Vraiment, je commence. Je sais pas, est-ce que tu penses que tu as besoin de travailler aujourd'hui? En fait, le tout c'est que je sais que si je rate absolument tout ce que je fais, j'ai pas peur de rater, c'est pas la question, c'est juste que si je rate tout ce que je fais et que, admettons dans 2 ans, je vais dire, d'accord, je CDI parce que j'ai fait que de la merde, mais j'aurais même pas un minimum d'expérience et donc du coup, ça se trouve sur le marché de l'emploi, t'as foutu quoi pendant 2 ans, frérot, enfin, tu vois. La solution CDI, c'est quand t'es à la rue, hein. On soit d'accord. Je pense pas que ça soit ton cas aujourd'hui. Donc à mon avis, c'est déjà, pour l'instant, t'es loin de ça. T'es vraiment très très loin. Aujourd'hui, on est dans une école quand même assez bien, quoi. On est bien, vous allez jamais être dans la merde, les gars. Jamais, jamais. Vous allez jamais être dans la merde. Franchement, non, vous allez de toute façon trouver un travail. Vous allez de toute façon trouver quelque chose pour vivre. Donc prenez des risques. Vous êtes dans le meilleur endroit du monde pour tout foirer, quoi. Je déconne pas. Vous êtes dans le meilleur endroit du monde pour... Là, vous avez les 10 prochaines années de vos vies, vous pouvez tout foirer, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Putain, profitez-en, il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place. Beaucoup, beaucoup. Ah, je peux vous assurer, vous parlez avec des gens qui ont plus de 70 ans, ils ne vont pas vous dire la même chose. Et eux, en plus, ils n'ont pas vécu dans le même monde que nous. On a Internet aujourd'hui. Putain, la chance qu'on a, quoi. Donc, putain, je sais plus ce que je disais. Pourquoi je disais ça? Tu disais ça parce qu'il fallait se rater. Enfin, c'est pas grave si on se ratait et que le CDI, on aura toujours un moyen de... Voilà, on sera jamais dans la merde. Mais vraiment, jamais. Donc, en fait, tu vois, quand on enlève le problème de l'argent, après, il n'y a plus trop de problèmes, quoi. Dis, qu'est-ce que tu risques à part ça, quoi? Le pire, c'est que tu le risques pas, quoi. Parce que tu le retrouves. Donc, ne perdez pas de temps, parce que ça, c'est chaud. J'ai une question. Ça va être un mini dialogue. Hardpulse, c'est l'électro, techno, hardcore, tout ça. Ouais, c'est du hardstyle en fait, c'est de la musique électronique dérivée du hardcore. Je sais pas si tu connais un peu, ça vient de Pays-Bas. Et c'est de la musique un peu qui passe en festival. Quand tu regardes un peu Tomorrowland, le show, tu vois, c'est un peu ce genre de bail, mais un petit peu plus soutenu et très mélodieux. Ok, et partout, etc. Il faut passer par ta plateforme pour être entre guillemets quelqu'un d'intéressant pour ta boîte de prod? Ah bah si tu veux aller à mes soirées, tu vas sur notre page Facebook, c'est surtout là qu'on met des choses. Sur le site en vrai on met pas grand chose parce que les gens ils y vont plus, ils vont plutôt sur Facebook. Mais oui, tu vas sur notre page et là tu as tous nos événements, tu peux même postuler, tu peux faire plein de choses en fait. Ouais. Ok, non parce que c'est pas pour moi, c'est parce que j'ai un de mes meilleurs amis en fait qui a décidé de monter une boîte techno, enfin d'événementiel techno. Excellent. Où j'en fais partie Go. avec une autre personne qui est là-bas. Alexis, lève ton bras. Ok. Enchanté Alexis. Yes. Et du coup en fait Ouais. on l'aide pour la petite histoire, je fais la sécu même si j'ai pas beaucoup de muscles. Haha, Et du excellent, coup, j'adore, bravo, c'est top. Et du coup on l'aide un peu de temps en temps et du coup Hardpulse est un minimum intéressant du coup pour mon ami et donc je voulais avoir 2-3 qui... Enfin, ouais, bah, il peut m'ajouter et on discute, mais ouais, clairement. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est intéressant et du coup, je voulais savoir parce que j'avais pas trop compris en fait la musique que tu faisais là-dedans. Ouais, je l'ai pas beaucoup décrite en même temps. Mais d'ailleurs, j'aurais pu vous passer un truc. Mais vous tapez hardstyle sur YouTube ou n'importe où, vous allez trouver. Quoi.
Et du coup, par rapport à ça, ça a pris à peu près combien de temps en tout pour commencer, entre guillemets, à avoir une certaine notoriété par rapport en fait, à ton application? Comment est-ce que du coup tu as réussi à faire en sorte de te référencer sur trouver des soirées techno en France, alors que de base, à l'époque, déjà maintenant c'est pas très bien vu, il y a 5 ans en arrière c'était encore moins bien vu, que c'est le genre de truc où on va te dire ouais, il y a que des drogués, il y a que des calmes et tout, même si malheureusement c'est un peu le cas. C'est ça qui m'excitait, voilà. c'est de détruire cette image-là. C'est la principale mission de Hardpulse, c'est de tuer ça. Je veux vraiment qu'on tue ces préjugés-là. Je les tue comment? C'est pas en disant qu'on ne l'est pas. Jamais. Faut jamais dire qu'on ne l'est pas. Jamais un moment sur notre page Facebook tu vas lire on n'est pas des toughers. C'est pas en le disant que tu l'es pas, mais c'est en montrant ce que tu fais. En montrant ce que tu fais, et par définition les gens vont voir ce que tu fais et ah bah oui en effet ça n'est pas ça. Déjà c'est ma méthode. Deuxième chose, c'est notre mission. C'est vraiment notre mission. C'est aujourd'hui, je veux qu'on tue ces préjugés-là. Du coup, je fais quoi? Je fais des événements colorés. Je mets les after-movies à chaque fois. C'est des gens qui sourient. C'est des gens qui voient des feux d'artifice, des confettis. C'est des gens qui s'amusent. C'est des gens qui passent une bonne soirée. Voilà. C'est pas des gens qui sont là qu'on voit habituellement dans les rave parties, etc. C'est que des gens qui s'amusent entre amis. Point. On va boire un verre. Merci Franck. Merci.